Alors dans cette vidéo, on parle exactement des raisons pour lesquelles tu veux arrêter de garder ton argent à la banque. Beaucoup de personnes ont le sentiment que avoir l'argent à la banque, c'est la chose la plus sûre et la plus certaine qu'elles puissent faire afin que l'argent soit en sécurité. Ce qui est une grave erreur. Car lorsque tu gardes ton argent à la banque, tu es littéralement en train de perdre de l'argent chaque jour qui passe. Et dans cette vidéo, je te révèle exactement pourquoi est-ce que tu veux arrêter de garder ton argent à la banque et les risques que tu prends en le faisant, mais surtout ce que tu veux faire afin que ton revenu, ton épargne se multiplie de façon progressive. Si tu me découvres à l'instant sur cette vidéo, mon nom c'est Jolie Dematio et ici on parle de différentes stratégies pour t'aider à level up ton business, tes finances et ton mindset. Alors, sois sur t'abonner si ce n'est pas encore le cas. La première raison pour laquelle tu veux arrêter de garder ton argent à la banque vient du fait qu'on vit à une ère où l'inflation est rampante. On parle d'un taux d'inflation qui est entre 100 et 7%, ce qui est assez important. Alors, c'est quoi l'inflation? L'inflation vient du fait que, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que le coût de vie augmente, ton pouvoir d'achat diminue pour le même revenu que tu obtiens. Ça veut dire que le montant de 100 € que tu avais, qui te permettait par exemple de faire des courses, aujourd'hui, pour les mêmes 100 €, tu pourras uniquement avoir pour le même panier de courses uniquement 95 €. Donc, mon argent littéralement a perdu 100 à 7% au cours de l'année qui s'écoule. Et donc, ce que tu veux comprendre, c'est que lorsque tu laisses ton argent à la banque te paye en moyenne entre 0,05% et 0,1% par an d'intérêt. Et ça, ce n'est pas toujours dans tous les comptes. Et ce qui veut dire que si tu compares la perte du pouvoir d'achat que tu as de 7% avec les 0,1% que la banque te donne, c'est absolument ridicule car tu deviens pauvre de 7 € pour chaque 100 € que tu as. Tu t'appropries de 7 € pour chaque argent que tu ne multiplies pas. Et c'est un concept que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et pour que tu puisses vraiment comprendre ce concept, imaginons par exemple que tu as ton argent à la banque qui te rapporte un taux d'intérêt de 0,1%, qui est vraiment ici la moyenne dans beaucoup de comptes. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, si tu as par exemple mis de côté 10 000 € dans la banque, disons que tu avais économisé 1 000 € chaque année à travers la banque, tu as ici un intérêt de 10 € que tu vas gagner sur les 10 000 € que tu as mis de côté. Par contre, la perte de pouvoir d'achat que tu auras eu sur le montant en question va s'élever ici à près de 700 €, entre 500 et 700 € en fonction du taux d'inflation qui peut ici être de 100 ou de 7%. Et cette inflation qui est rampante et importante, c'est littéralement la raison pour laquelle les riches continuent de s'enrichir tandis que les pauvres s'appauvrissent. Parce que très souvent, les pauvres manquent d'éducation financière requise pour savoir exactement comment utiliser, comment investir leur argent afin qu'il leur apporte des intérêts plus importants que le taux d'inflation. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu t'enrichis, car si au final, le taux d'inflation est plus important que le taux d'intérêt que tu as sur l'argent que tu as gagné ou sur l'argent que tu as épargné, tu t'appauvris en temps réel. La seconde raison pour laquelle tu ne veux pas garder ton argent à la banque vient du fait que les banques utilisent ton argent pour s'enrichir. La vérité, c'est que beaucoup de personnes ont très souvent le sentiment que lorsqu'elles gardent de l'argent à la banque, cet argent en question est gardé dans une caisse à la banque et peut juste aller le retirer quand elles en ont besoin. La vérité, c'est que pas du tout. Pour chaque euro que tu mets à la banque va le prêter, cet argent-là, à des personnes qui en ont besoin pour des business, pour des projets immobiliers et de façon gouvernementale. La plupart des banques ont un devoir de garder entre 10 à 20% des montants déposés dans leur caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si tu vas à la banque et tu mets 1 000 € dans ton compte d'épargne, ces 1 000 € là, la banque doit uniquement garder entre 100 et 200 € dans ses réserves et peut emprunter le reste à une personne qui en a besoin. Ce qui veut dire que l'argent que tu laisses à la banque le prend, l'accumule, ton argent, mon argent, l'argent de ton cousin, de tes frères et tes sœurs, l'accumule et le donne à des personnes qui en ont besoin, à des fonds d'investissement. Et ce qui se passe très souvent, c'est que lorsque la banque fait des prêts à des particuliers ou à des business pour des raisons quelles qu'elles soient, elle facture un intérêt pour le remboursement du prêt en question. Et très souvent, les prêts qui seront les intérêts vont être entre 10, 15, 20% des fois. Et c'est vraiment ici que tu te rends compte que la balance tangue parce que si pour chaque centime que tu laisses à la banque, tu reçois 0,1%, tandis que la banque peut prendre 80 à 90% de l'argent que tu déposes et le prêter à 10 à 20%, tu te rends rapidement compte que c'est exactement la raison pour laquelle les banques s'enrichissent derrière les épargnes qui sont faites par les contribuables. Et ça a vraiment été mis en exergue en 2008 quand on a eu la crise des subprimes. Parce que ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on a eu pas mal de personnes qui avaient laissé leur argent à la banque, elles avaient épargné leur argent. Et la banque, pendant ce moment-là, commence à faire des prêts à des particuliers pour des prêts immobiliers, en fait, pour des maisons qui n'étaient pas forcément assurées. Et quand il y a eu la crise immobilière aux États-Unis, justement, il y a pas mal de personnes qui sont allées à la banque demander leur remboursement de leur argent. Elles se sont rendues compte à ce moment-là que leur argent n'était pas dans la caisse de la banque. La banque était tellement endettée parce qu'elle avait emprunté cet argent à des particuliers. C'est la raison pour laquelle on a eu littéralement une crise financière qui a duré pendant 3 à 4 ans aux États-Unis et qui a affecté le monde autour.
On a encore récemment la Silicon Valley Bank qui a été fermée récemment parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui avaient déposé leur argent dans la banque avaient du mal à le retirer le moment venu. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu te rends compte que l'argent que tu laisses à la banque, en fait, si tu es quelqu'un qui a une bonne éducation financière, c'est la raison pour laquelle je crée du contenu comme celui-ci. Tu veux te demander comment est-ce que je vais faire en sorte d'investir mon argent afin d'avoir les 10, 15, 20% que la banque a, au lieu de me contenter des 1% ou des 0,1% que la banque me donne de façon annuelle. Parce que la vérité, c'est que tu veux te rendre compte que la banque, c'est un business en fait. Et la banque doit générer des revenus pour le business qu'elle a lancé. Les revenus que la banque va générer viendra principalement des intérêts que des contribuables comme toi et moi vont verser sur des emprunts qu'ils auront faits. Ça veut dire que toi, tu vas à la banque, tu déposes ton argent. Moi, pareil, ceux qu'on connaît déposent leur argent à la banque. La banque le prête, donc ils vendent l'argent qu'on leur a déposé à des personnes qui vont payer un premium pour avoir accès à ce capital-là. Et la banque vous reverse un petit montant, un tout petit 0,1%, 0,05%. Beaucoup de banques ne reversent absolument rien. Et la différence justement entre le prêt que un contribuable va prendre pour le prêt qu'il a pris à la banque et l'intérêt que la banque t'aura reversé générera ici le bénéfice de la banque. Et une fois que tu as compris ça comme ça, il faut que tu te rendes compte que la banque en fait peut littéralement créer le cash de rien du tout, d'accord? Parce que les contribuables viennent déposer l'argent encore et encore et encore. Et la banque investit de l'argent à travers le marché de la bourse, l'immobilier, des prêts de business et bien d'autres véhicules encore dont on parlera plus tard. La troisième raison pour laquelle tu ne veux pas que ton argent soit à la banque vient du fait que tu manques le pouvoir de l'intérêt composé. Alors les intérêts composés, c'est ce que Einstein a qualifié d'être la 8e merveille du monde parce que ceux qui comprennent comment ça fonctionne en profitent et ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne malheureusement, on paye le prix cher. Alors, c'est quoi les intérêts composés? C'est vraiment le fait que l'argent que tu épargnes ou que tu accumules, en fait, a le pouvoir de générer de l'argent supplémentaire au fur et à mesure que le temps ne passe. Et pour se rendre vraiment compte à quel point les intérêts composés ont un pouvoir puissant lorsqu'il s'agit de la création de la richesse, on pourrait prendre l'exemple de Warren Buffett, qui est aujourd'hui l'un des investisseurs les plus riches au monde. Et littéralement, il a été classé par Forbes comme étant le 8e homme le plus riche au monde, avec une fortune aujourd'hui, en décembre 2024, de 150 milliards de dollars. Mais il est important de se rendre compte d'une chose. La fortune de Warren Buffett a littéralement explosé à partir de 56 ans. Quand il est devenu milliardaire à 56 ans et de 56 ans littéralement à 92 ans qu'il est là aujourd'hui, sa fortune a décuplé de 15 000%. Ce qui veut dire qu'il est littéralement passé de 1 milliard de dollars de fortune, de patrimoine à 150 milliards. Et ça en dit long sur le pouvoir des intérêts composés car l'argent qu'il a mis de côté a continué à produire des intérêts depuis littéralement qu'il avait 14 ans. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, oui, je vous dis, mais ça c'est un exemple trop ésotérique. Warren Buffett, voilà, c'est un cas sur 1 milliard, ne pas vraiment le prendre comme exemple. Je te dirais, c'est pas faux. Et si on prend le même exemple à une échelle beaucoup plus petite, et qu'on imagine par exemple que tu épargnes 500 € tous les mois, ce qui est littéralement le cas de beaucoup d'entre nous qui regardent ce contenu, tu peux y arriver, que tu sois étudiant, travailleur et autres. Si tu épargnes 500 € tous les mois pendant les 10 prochaines années et que tu les mets à la banque VS dans un fonds qui va te donner un intérêt composé de 10% et à la banque avec un intérêt de 0,1%, tu te rends compte qu'au bout des 10 ans, la banque t'aura produit littéralement 600 € de bénéfices d'intérêt sur l'argent épargné. Donc, tu auras 60 600 € que tu auras de capital. Tandis que si tu le mets dans un fonds qui a des intérêts composés de 10%, tu auras au bout des 10 ans, laisse-moi ça en commentaire. Ceux qui sont forts en maths, dites-moi en commentaire. Tu auras littéralement au bout de 10 ans 102 442 €, ce qui est absolument dément. Et ça te montre exactement à quel point ton argent peut grandir drastiquement s'il investit correctement. Car ici, tu as littéralement une croissance de 41% sur le capital que tu investis. Mais ce n'est pas tout. Si au lieu de t'arrêter après les 10 premières années, tu décides de continuer à investir pendant les 10 prochaines années, voici ce qui se passe sur ton capital. Tu auras littéralement ici, si tu décides d'investir 500 € pendant les 20 prochaines années, tu auras littéralement ici 379 684 €. VS, si tu le laisses à la banque, tu auras 120 000 plus pratiquement 2 000 € d'intérêt. Donc, tu vois, il qu'il y a un fossé entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle tu veux littéralement, aussitôt que faire, tu peux commencer à investir ton argent afin de générer ces intérêts-là et voir ton argent qui se multiplie. Car la vérité, c'est la suivante. Les riches s'enrichissent parce qu'ils investissent leur argent. L'épargne n'est pas le chemin que tu vas emprunter si tu veux créer ta richesse. L'épargne, c'est un peu comme une sorte de transition. L'épargne, c'est vraiment un truc qui est transitoire.
Ça veut dire que tu génères un revenu important ou tu génères un revenu quel qu'il soit. Tu veux l'épargner afin de pouvoir l'investir derrière. Et le problème que la classe moyenne et la classe pauvre ont et que les riches n'ont pas, c'est qu'ils ont le sentiment que l'épargne va leur servir pour s'enrichir, que l'épargne va rester dans un compte et que magiquement, ils pourront les utiliser pour s'enrichir, alors que les riches savent que l'épargne, plus rapidement, elle est utilisée pour créer plus de revenus derrière et mieux c'est. Car la vérité, c'est que lorsque tu veux investir, le temps que tu passes à investir est plus important que le montant que tu as. Ça veut dire, par exemple, si tu as 20 ans et que tu regardes cette vidéo, tu as un avantage beaucoup plus important. Si tu commences à investir maintenant, même si tu mets souvent de côté 100 €, 50 €, que la personne qui va attendre à commencer à investir à 40 ans, pareillement, si tu as 40 ans, tu as beaucoup de gains que tu vas générer si tu commences à investir maintenant, au lieu d'attendre d'avoir 60 ans pour pouvoir commencer à investir. Donc, c'est vraiment important que tu en prennes conscience. Et je sais qu'à ce niveau de la vidéo, tu te dis, ok, j'ai compris, je dois laisser mon argent à la banque, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement? Est-ce que je laisse sous le matelas ou est-ce que je commence à faire partie de 1001 tontines? Qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a 3 principaux véhicules à travers lesquels tu peux investir pour multiplier l'argent que tu gagnes. Et ce sont les véhicules ici que j'ai classés par ordre de difficulté. Donc, tu auras ici du moins difficile au plus difficile, d'accord? Le premier va être le marché de la bourse. Ça va être ici à travers les fonds indiciels et les investissements dans les Real Estate Investment Trust. Alors, c'est quoi ces deux assets? Pour faire simple, ça va être ici un panier d'actions qui va regrouper ces différentes entreprises. Donc, au lieu par exemple d'investir dans Tesla ou dans Amazon ou dans Apple, qui ont des boîtes spécifiques, qui ont des grosses capitalisations sur le marché de la bourse, tu vas investir dans un panier d'actions, par exemple comme le Nasdaq, qui va ici traquer le cours de pratiquement 100 entreprises dans le domaine de la tech. L'avantage d'investir dans les fonds indiciels dans l'action d'une compagnie précise vient du fait que ton risque est diversifié automatiquement, ton portefeuille est diversifié car ton argent n'est pas à risque. Car si une entreprise, par exemple, fait faillite ou a des revenus qui sont moindres durant un semestre, une année, ton panier est ajusté car tu as ici la plus-value qui viendra de votre entreprise. Donc, par exemple, si Tesla a une année qui est très rouge, peut-être tu auras Amazon ou Apple qui sera relevé là-bas et du coup, ton rendement sur l'année ou sur les années qui vont suivre seront assez intéressants. Donc, du coup, le marché de la bourse est le premier véhicule. La deuxième façon à laquelle tu vas investir dans la bourse ici va être fait à travers les dividendes stocks. Ça veut dire ici investir dans les actions d'entreprise qui vont te reverser des dividendes. La raison pour laquelle c'est intéressant d'investir dans les dividendes stocks vient du fait que non seulement l'argent que tu investis aura une croissance sur la base de la plus-value que l'entreprise va générer au fil du temps, mais également tu devras reverser des dividendes de façon assez récurrente grâce à l'entreprise en fonction de la profitabilité que l'entreprise dans laquelle tu investis a généré. J'ai laissé en description de la vidéo ma checklist qui te montre ici les 20 fonds indiciels dans lesquels j'investis actuellement. Si tu veux regarder un tout petit peu behind the scenes, ce dans quoi j'investis, télécharge la fiche en description de la vidéo pour aller un peu plus loin. La seconde chose dans laquelle tu investis ici va être l'immobilier. Donc, tu investis dans l'immobilier ici en achetant par exemple des parcelles de terre, en construisant littéralement un immeuble ou même en investissant ici dans les Real Estate Investment Trust. Alors, les Real Estate Investment Trust, c'est assez intéressant car tu peux ici investir un montant dans une agence immobilière qui a pour but de non seulement bâtir, manager et fournir les appartements immobiliers, que ce soit pour des particuliers ou pour des entreprises. Et toi, en investissant dans le fonds en question, tu auras ici non seulement encore une fois ici le gain sur la base de la croissance, la performance de l'entreprise au fil du temps, mais également les dividendes qui seront reversés ici de façon soit mensuelle, soit trimestrielle. Dans les REIT ou les Real Estate Investment Trust, c'est un véhicule assez intéressant si tu investis dans l'immobilier sans avoir un capital assez important. Tu vas forcément prendre une tonne de risque plus privé. Le troisième véhicule dans lequel tu investis ton argent pour avoir des retours plus importants que de le laisser à la banque va consister à lancer une activité, lancer un business. Comme je dis chaque fois sur la chaîne, je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs véhicules pour générer de la richesse générationnelle car le retour sur investissement que tu peux faire lorsque tu investis en toi est illimité. Sur le marché de la bourse, il y a très souvent un taux de rendement entre 8 et 10% sur le très long terme. Sur l'immobilier, tu as peut-être un taux de rendement de 10 à 30%. Mais lorsque tu investis en toi, le taux de rendement est illimité. Tu peux littéralement investir 1 000 €, 2 000 € en toi et avoir comme retour sur investissement 200 000 €, 1 million en fonction des actions que tu prends au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle quand tu regardes les personnes qui sont les plus riches au monde, tu vas te rendre compte que la similitude qu'elles ont tout en commun, c'est qu'elles passent beaucoup de temps à lire, à se former, à être entourées de personnes qui vont les propulser au niveau supérieur car elles savent que investir en elles, c'est la meilleure chose qu'elles puissent faire pour que le business, pour que leur activité aille au niveau supérieur. Et dans le troisième véhicule ici va consister à investir en toi à travers un business que tu vas lancer, à travers des business dans lesquels tu vas investir ou devenir un partenaire dans différents business et surtout assurer que tu as acquis des compétences en demandant afin que le business dans lequel tu investis prospère au fur et à mesure que le temps passe.
Voilà un tout petit peu la raison pour laquelle tu ne veux pas que ton argent soit à la banque à ne rien faire du tout. Et ce que tu veux faire par contre, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ils avaient l'habitude de laisser l'argent sous le matelas. Et aujourd'hui, en 2024, alors en 2025, littéralement, si tu as encore ton argent à la banque, c'est littéralement pareil que si tu avais l'argent sous le matelas. Trouve des moyens de faire que l'argent que tu as se multiplie de produits, un retour sur investissement plus important que si tu l'avais laissé à la banque. Comme je disais encore plus haut, investir dans le marché de la bourse, c'est la façon la plus rapide, la plus simple, la moins risquée avec laquelle tu peux commencer, indépendamment du revenu que tu as, indépendamment de l'endroit que tu es placé dans le monde actuellement. Et donc, si tu veux aller encore plus loin, je t'invite fortement à télécharger la liste que j'ai fait en description de la vidéo, qui te montre exactement les 20 classes d'actifs dans lesquelles j'investis premièrement dans la bourse, qui me génère ici entre 8 et 15% de rendement annuel en moyenne. Encore une fois, investir dans la bourse est profitable et rentable si tu le fais correctement et si tu fais prendre le temps de faire des recherches sur tout dans quoi tu investis, que tu comprends exactement les risques, mais également le retour que tu auras derrière. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Comme à chaque fois, partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider, car comme je dis toujours, sharing is caring. Et plus on a de l'information autour de comment devenir meilleur avec l'argent qu'on a, mieux on devient fort financièrement, mieux on devient indépendant financièrement et plus on peut créer de la richesse, pas seulement pour nous, mais pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs petits-enfants. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo de bout en bout. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche pour notifier le prochain épisode et je te retrouve au prochain épisode. Allez.